Aujourd'hui, on va parler un peu de notre cerveau face au réchauffement climatique. Je suis neuroscientifique et psychologue clinicien et j'appartiens à une association qui s'appelle le ACT Lab, l'approche comportementale pour la transition écologique, où on s'intéresse à ce qu'on appelle le facteur humain. En gros, face au réchauffement climatique, on peut apporter des réponses techniques, technologiques, politiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des humains derrière. Et donc nous, on s'intéresse à plusieurs choses. Euh, dans le fonctionnement de notre cerveau face à notre inaction, alors qu'on déclare énormément que c'est quelque chose qui est hyper important, qu'il faut qu'on prenne en charge. Et donc on va utiliser un documentaire qui sort bientôt comme base pour qu'on puisse lancer quelques notions, pour qu'on puisse discuter de quelques facteurs euh, de notre cerveau, mais aussi du fonctionnement de notre société, parce qu'il faut que ces climats tous biaisés. Donc on va parler un peu de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Peut-être que ce serait intéressant de commencer par définir c'est quoi, au cas où on ne sait pas. En gros, notre cerveau est un organe qui est en train souvent de faire deux opérations. Essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer et s'adapter pour pouvoir réagir à nos prédictions. Mais pour pouvoir prédire, on a besoin de faire plein d'opérations et nos ressources cognitives, nos ressources attentionnelles, nos ressources perceptives sont assez limitées. Donc on a besoin de faire des approximations. Ces approximations, on appelle ça des heuristiques. C'est en gros, des heuristiques, c'est des solutions approximatives qui marchent relativement bien. Par exemple, pour marcher maintenant, je suis en train d'utiliser des heuristiques. Mon cerveau n'est pas en train de faire des calculs précis de la force dont j'ai besoin de hausser ma jambe, combien de centimètres il faut que je l'avance, la force avec laquelle je la pose. On fait ça de manière approximative et ça marche relativement bien. Et le coût que ça coûte, ces approximations, c'est que des fois, je peux trébucher. Des fois, je peux me prendre le coin de la table. C'est la même chose pour notre cognition. Dans nos pensées, on ne réfléchit pas de manière hyper précise. On réfléchit un peu de manière approximative, et ces approximations marchent relativement bien. C'est ça qui me permet de vous parler maintenant. Je ne suis pas en train de réfléchir et de dire quel mot, non, puis quel mot, puis quel mot. Je fais ça un peu à la louche, et j'espère que ça se comprend. Parfois, ces heuristiques qui dit des raccourcis et des approximations dit que parfois on se trompe. De la même manière que je peux me cogner le bout du pied ou l'orteil sur la table chez moi, un espace que j'ai déjà navigué plein de fois, dans mon raisonnement, des fois mes heuristiques ne fonctionnent pas super bien. Et quand ces heuristiques ne fonctionnent pas super bien, on appelle ça des biais cognitifs. Donc c'est des sortes de déviations où nos prédictions nous désavantagent. Nos biais sont tout le temps contextuels. On n'a pas des biais qui sont inhérents à nous. On présente souvent les biais cognitifs comme quelque chose de négatif, mais on va voir aujourd'hui que parfois c'est négatif, mais parfois c'est aussi très positif d'être biaisé. Tout dépend du contexte. Pour vous expliquer un peu comment, et après on va lancer un extrait pour commencer à voir comment est-ce que tout ça s'applique au réchauffement climatique. Par exemple, si on prend l'optimisme, l'optimisme, c'est un trait qui est relativement désirable. Donc l'optimisme, c'est quoi d'un point de vue technique? C'est une prédiction. Donc je vous ai dit, notre cerveau est en train de prédire et de faire des approximations en permanence. Et l'optimisme, c'est une prédiction positive du futur. On imagine que quelque chose de bien va se produire. Moi, je suis clinicien et par exemple, dans les troubles mentaux, souvent, c'est des prédictions négatives du futur. Si je suis stressé, j'imagine tout le temps que ça va mal se passer. Si je suis optimiste, j'imagine que ça va bien se passer. Et c'est un trait qui est désirable. Mais si vous prenez un optimiste, par exemple, au casino, son optimisme devient ce qu'on appelle un biais d'optimisme. Je joue, je perds, mais je suis optimiste. Et le contexte fait que je vais prédire et me dire je vais gagner au coup d'après. Et quand je me dis je vais gagner au coup d'après, évidemment, le casino est monté d'une certaine manière où je ne peux pas gagner, ou en tout cas à long terme je vais perdre, je vais reperdre et je vais me dire bah, je suis optimiste, je vais me refaire, je vais me refaire. Et donc dans un contexte, mon optimisme est quelque chose qui est très bien, et dans un autre contexte, mon optimisme devient une sorte de biais d'optimisme. Et donc pour le réchauffement climatique, c'est un contexte particulier qui va appeler certains autres biais qui peuvent jouer en notre défaveur et qui font qu'on a un trou énorme entre les intentions qu'on déclare et les actions qu'on met en place. On a en psychologie, en sciences cognitives, un concept qui s'appelle en anglais le intention-action gap, le trou intention-action. Et le trou intention-action, c'est le trou qu'il y a. Des fois, en science, on aime bien nommer les choses simplement. Donc, il y a un trou entre quand j'ai une intention et quand je passe à l'action. On a appelé ça le trou intention-action. C'est quand je déclare quelque chose et le temps que ça prend pour que je mette ça en action. Une forme de trop intention-action que vous connaissez tous, c'est la procrastination. Et avec le climat, on a un grand canyon d'intention-action. On déclare depuis des décennies presque que c'est un défi hyper important. On est on est en période électorale, ou en tout cas incessamment sous peu, et on entend le climat, c'est le défi numéro un. On est à la COP 75 000, et on déclare à chaque fois que
c'est là que ça s'arrête, et les actions derrière ne sont pas du tout à la hauteur de nos intentions. Et donc on va essayer aujourd'hui, ce soir, de voir quels sont les différents biais qui pourraient expliquer ce gros gap intention-action. Mais avant ça, on va voir un extrait sur un nouveau trouble. Peut-être que probablement vous en avez parlé aujourd'hui. Un nouveau trouble qui semble émerger en clinique. Il s'appelle la solastalgie, l'éco-anxiété. Et je pense que ce serait pas mal qu'on commence par ça, pour poser un peu le problème, parce qu'on va voir que même un problème qui cause quasiment des maladies psychiatriques, même ça, c'est pas assez pour réduire notre trop intention-action. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Il y a un jeune enseignant-chercheur qui explique aux enfants les défis du réchauffement climatique. Et vous voyez les enfants dire que ça les inquiète beaucoup, et peut-être qu'ils vont rentrer chez eux et que ça va bien se passer. Mais en clinique, on est en train de voir de plus en plus de cas de jeunes un peu plus âgés, peut-être vers 12, 13 ans, jusqu'à un âge assez avancé, qui développent de vrais troubles anxieux qu'on va devoir probablement caractériser et développer en diagnostic, qu'on appelle l'éco-anxiété ou la solastalgie. Et l'éco-anxiété, c'est une sorte donc d'anxiété du futur, de comment est-ce qu'on va survivre si les prédictions des scientifiques, on n'a aucune raison de croire que ces prédictions ne sont pas réelles, se réalisent. Et quand on fait de la thérapie, en gros, une thérapie, il y a deux piliers majeurs d'une thérapie. Soit une personne vient consulter parce qu'elle est dans un environnement qui n'est pas bon, il faut qu'on l'aide à sortir de cet environnement. Soit une personne vient consulter parce que son appréciation d'une situation, son traitement de l'information, pour parler en mots techniques, est biaisé. Et il faut qu'on corrige comment une personne perçoit sa réalité. En gros, soit par exemple je suis dans une relation toxique, et ce serait complètement absurde de travailler avec une personne qui vient consulter dans une situation toxique, acceptée, il faut travailler avec elle, comment partir. Soit une personne a par exemple une très mauvaise estime d'elle-même, pense qu'elle est nulle, pense que tout le monde la juge négativement. Par exemple, moi j'ai fait ma thèse sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale, c'est la peur d'être jugé en public, et une personne phobique sociale imagine tout le temps que tout le monde pense qu'elle est nulle. Et dans ce cas-là, la thérapie ne serait pas de lui dire « bah oui, tu es nul, accepte-le », serait de lui expliquer que peut-être que c'est pas vrai, et peut-être de comment elle traite l'information. C'est fallacieux, et on va travailler ensemble. C'est quelque chose qu'on appelle la métacognition, les pensées que j'ai sur mes pensées, pour corriger et qu'elle redéveloppe sa confiance en elle. Et la question devient, quelqu'un qui a une éco-anxiété, on fait quoi avec? Est-ce qu'on considère que ces personnes sont dans la première case et qui sont dans une situation qui n'est pas bonne et que leur cerveau est en train de bien traiter les informations, que cette anxiété est légitime, comme quelqu'un qui est dans une relation maltraitante ou dans une situation toxique ou dans un boulot qui leur cause des soucis de santé, par exemple, etc. Ou est-ce qu'on considère que quelqu'un qui a une éco-anxiété est dans cette deuxième case, que c'est quelqu'un qui est, par exemple, en train d'exagérer, que c'est pas si grave, qu'il faudrait travailler le traitement de l'information. Les facteurs qui semblent jouer un rôle pour qu'on ne bouge pas s'appelle la diffusion de la responsabilité. La diffusion de la responsabilité, pour résumer un peu ce qu'on a vu, c'est qu'une personne seule a plus de chances d'agir que s'il y a un groupe. Quand je suis seul, si je n'agis pas, j'ai une image négative qui m'est renvoyée. Mais quand il y a plusieurs personnes, si je n'agis pas, je me dis pourquoi est-ce que moi je vais y aller et pas les autres? Je diffuse la responsabilité. Et le problème de la diffusion de la responsabilité, c'est que dans ces expériences, ça a été juste étudié au niveau individuel, mais qu'on retrouve aussi des diffusions de la responsabilité au niveau des groupes. Ça peut être des groupes sociaux, mais ça peut être aussi des États, des gouvernements, des boîtes. Et je pense que je n'apprends rien à personne en disant que la plus grosse partie des émetteurs de gaz à effet de serre, ce n'est pas des individus. Ce n'est pas vous et moi. C'est des entreprises, des industries, des gouvernements, etc. Mais, vu qu'on est dans un système qui pousse à une sorte de compétition permanente, chaque industrie va se dire, ou chaque gouvernement va se dire, si moi j'arrête, les autres ils vont me dépasser. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois y aller et pas vous? Pourquoi est-ce que moi, le gouvernement français, j'ai commencé à réduire mes consommations pendant que, je ne sais pas, le gouvernement chinois continue à aller franco, et moi je vais perdre en compétitivité, comment je gère?
Donc il y a deux côtés de ce... Et c'est pour ça que je me suis dit que cet extrait serait pas mal, parce qu'il y a deux côtés de la diffusion de la responsabilité. Il y a la diffusion de la responsabilité où je fais rien, parce que je me dis pourquoi ce n'est pas les autres qui y vont. Mais il y a un côté aussi de ce qu'on appelle la responsabilité partagée, où je me dis, moi, je ne fais pas grand-chose. La dernière fois, je faisais une conférence dans une boîte, je ne vais pas donner le nom, mais dans une boîte qui est dans la construction. Ils construisent plein de trucs, des autoroutes, des aéroports, etc. Et je disais que si on continue à faire des pubs, je ne sais pas, par exemple, qu'on peut payer un billet Paris-New York pour 75 € pour Noël, etc., on ne peut pas mettre la faute à la personne qui l'achète. Parce que si l'offre est là, bah, évidemment que la personne va en profiter. Et que peut-être il faudrait qu'on change le contexte informationnel, parce qu'encore une fois, nos billets dépendent du contexte. Et dans l'audience, il y avait une personne qui apparemment était responsable dans cette boîte de la construction des aéroports. Elle levait la main, je lui ai dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Elle m'a dit oui, vous dites que c'est les avions, mais en fait, quand on calcule, les avions, c'est juste 3% des gaz à effet de serre, et il y a plein d'autres industries avant d'arriver à la nôtre. Et ça, c'est l'exemple parfait de la diffusion de la responsabilité et de la responsabilité partagée. Chacun peut se raconter un peu une histoire pour se dire, en fait, ce n'est pas moi le problème. Donc moi, et ça s'applique vraiment à toutes les strates, au niveau de l'individu, au niveau du groupe, au niveau du gouvernement, au niveau de la société. Je vais me dire, c'est pas moi qui me prends mon entrecôte à déjeuner qui est en train de causer les icebergs de fondre. Ce serait complètement dément de penser ça. C'est pas moi qui vais aller en vacances visiter la forêt amazonienne. Je suis en train de causer la déforestation de la forêt amazonienne. C'est plein de trucs que les autres commencent et moi je suis. Et ça, c'est vraiment un facteur qui est très important parce que un chercheur qui s'appelle Eliezer Yudkowsky a identifié 3 critères systémiques qui peuvent causer des catastrophes civilisationnelles. On vit dans une civilisation qui semble avoir oublié que les civilisations peuvent s'effondrer. Oublier que plein de civilisations sont venues avant nous et se sont effondrées. Dans notre tête, c'est quasiment impossible. Et du coup, Yudkowsky, il pense justement à ça. Quels sont les critères qui peuvent causer ça? Et le réchauffement climatique, malheureusement, donc il a identifié 3 situations catastrophiques qui peuvent causer ça. Et le réchauffement climatique reprend les 3. Genre déjà, une seule, c'est assez. Et nous, on a pris plein pot les 3. Je vais vous dire c'est quoi ces 3, parce que une de ces 3 est très liée à la diffusion de la responsabilité avant qu'on voit le prochain extrait. La première, c'est quand les personnes qui décident n'ont pas ce qu'on appelle en anglais du skin in the game, n'ont rien à perdre dans l'impact de leurs décisions. Je vous donne un exemple un peu cynique, mais ce n'est pas grave. Imaginez que moi, je suis le ministre de la Santé. Si je suis le ministre de la Santé, franchement, je sais que je peux trouver des places à l'hôpital pour mes proches. Genre, clairement, je suis le ministre de la Santé, on est des animaux sociaux. Si un membre de ma famille est malade, je vais lui trouver une place. Du coup, si moi je ferme des lits, ça ne m'impacte pas personnellement plus que ça. S'il y a un bénéfice secondaire à fermer des lits, je vais le faire. Pour le réchauffement climatique, c'est un peu la même chose. Si moi je suis un décideur, donc on est dans une société un peu pyramidale, je suis un décideur et les conséquences de ma décision ne me fait pas payer quelque chose, voire me désavantage, je ne vais pas le prendre. Et la majorité des plus gros pollueurs ont des biais qui font qu'ils n'ont aucun avantage à se tirer des balles dans leurs propres pieds. Le deuxième facteur catastrophique que Yudkowsky a identifié s'appelle les informations asymétriques. Si dans un système d'humains, il y a certaines personnes qui ont les bonnes informations, mais elles ne peuvent pas les transmettre de manière efficace aux autres membres du système. Par exemple, ça c'était un facteur qui a été identifié pendant les attaques du 11 septembre. Les différentes agences d'intelligence du monde avaient les informations, mais ne les circulaient pas assez bien pour prendre conscience. Et on voit avec le réchauffement climatique qu'on a des papiers scientifiques qui alertent aux dégâts potentiels au climat à partir des années 20. La littérature a vraiment foisonné à partir des années 40-50, mais jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on ne prend pas vraiment en charge le truc. Donc, des informations asymétriques, certaines personnes ont les réponses, mais n'arrivent pas à les transmettre pour agir dessus. Et le troisième facteur qui est lié à ce qu'on vient de voir, c'est un facteur un peu compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus facile à comprendre que je peux imaginer, c'est qu'on sait quoi faire, tout le monde est d'accord pour le faire, mais qu'on a besoin d'une sorte de chef d'orchestre qui, comme par magie, pourrait orchestrer le truc. On est tous d'accord sur quoi faire. Si je prends chaque individu de la société et je lui dis « Est-ce que c'est normal comment la société fonctionne ?» Tout le monde me dit non. Si je prends chaque individu et je leur demande
est-ce que vous ne voudrez pas qu'on change? Tout le monde me dit oui. Mais quand on veut le faire, intention action gap, le trou intention-action, ça ne marche pas. On a un problème de coordination. La meilleure métaphore que je pourrais utiliser pour ce troisième facteur, c'est produite il y a quelques mois. Je ne sais pas pour ceux qui ont suivi. WhatsApp, vous connaissez tous WhatsApp, j'imagine, a dit on va partager vos données avec notre maison mère, avec Facebook. Et tout le monde a dit ah non, on ne veut plus WhatsApp. On va télécharger autre chose. Et il y a plein d'autres applications, comme par exemple Signal. Tout le monde a dit on va télécharger Signal, on va utiliser Signal. Et Signal a une sorte de pic d'installation de dingue. Et au bout d'une semaine, tout le monde était à nouveau sur WhatsApp. Le coût de changement de l'application, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une sorte de responsabilité partagée, de diffusion, de problème de synchronisation, où moi j'installe Signal et j'ai mon groupe de famille. Et sur mon groupe de famille, il y a ma tante. Et ma tante est encore sur WhatsApp. Du coup, ma mère me dit on ne peut pas faire un groupe sans ta tante. Donc garde WhatsApp juste pour qu'on utilise ce groupe. Et il n'y avait pas ce problème de coordination, parce que ma tante sait installer des applications. Il y avait ce problème de comment est-ce qu'on orchestre pour se dire demain, 9 h du matin, tous on désinstalle WhatsApp, tous on installe Signal. Si on arrive à faire ça, c'est directement fait. Si tous les pays, toutes les organisations décident que demain on va changer comment on fonctionne, et qu'il n'y a pas tous ces mécanismes groupaux qui sont en jeu sur les projections de pourquoi est-ce que moi je commence, pourquoi est-ce que je ne diffuse pas, etc., on a des solutions qui sont prêtes. Ce n'est pas vrai qu'on n'a pas de solution. On a un problème d'implémentation de la solution. Et ces facteurs groupaux viennent enrayer l'application de quelque chose qu'on pourrait tous appliquer.